Voici le Goita, c'est un jeu traditionnel japonais. Ici c'est une version qu'on a redessinée nous-mêmes, donc notre équipe Nagare Eboshi, c'est un membre de notre équipe, le dessinateur Anthony, qui a refait tous les dessins dans ce style, puisqu'en fait c'est un jeu qui existe au Japon depuis le 19e siècle, que les joueurs de shogi ont inventé pour se relaxer entre des parties. Donc le shogi, c'est les échecs japonais. C'est pour ça qu'on va retrouver ici des noms de pièces qui sont liés aux échecs japonais. Mais rien à voir dans la façon de jouer, parce que ici le Goita se présente sous forme de cartes et se joue à 4, alors que le shogi, comme les échecs, se joue à 2, en 1 contre 1. Ici, on va être en 2 contre 2. Donc le lien en fait avec le shogi, il se retrouve notamment sur les cartes par ce dessin, puisque les pièces de shogi sont de cette forme-là au Japon, et donc le jeu de Goita au Japon, typiquement traditionnel, était exactement avec ces formes-là, donc en bois. C'est seulement, du coup, il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, que le format carte a été créé, et du coup, il n'y avait que les caractères dessus. Donc, injouable si nous, on ne connaît pas les caractères. C'est aussi pour ça qu'on a redessiné entièrement le jeu, en l'adaptant de manière un peu que les Occidentaux puissent le comprendre, en tout cas les Français. Donc, on va retrouver les pièces qui sont liées à l'univers du shogi. C'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu les échecs, déjà de base, vont retrouver effectivement le pion, le cavalier, le fou, le roi et la tour. Ça, ce sont des pièces qui existent déjà dans les échecs de chez nous. Et en plus, dans les échecs japonais, donc le shogi, on va retrouver la lance, le général d'or et le général d'argent. Ça, ce sont des pièces qui n'existent pas du coup chez nous. Sachant que dans le shogi, les échecs japonais, les deux rois qui sont face à face n'ont pas le même nom. Parce qu'il y en a un, c'est le roi, et l'autre, c'est le général de jade. Le caractère diffère très très légèrement. En fait, on retrouve la même base, et il y a un petit trait en plus qui les différencie. C'est pour ça que dans les camps adverses, ils n'ont pas le même roi, mais ils ont exactement le même rôle. Le roi est la pièce la plus forte dans le jeu, il sert de joker, puisqu'il peut contrer les attaques des autres cartes, sauf des plus faibles. Les plus faibles étant le pion et la lance. Voilà, toutes les autres, effectivement, peuvent être contrées par le roi. Voilà pour le principe et les cartes. Alors, petite présentation des cartes du jeu et du contenu de la boîte. Donc, dans le jeu, on a 32 cartes qui sont réparties de cette manière. On va trouver donc le pion, ici en 10 exemplaires. On va retrouver les nombres indiqués ici à chaque fois en bas à droite. Donc le pion, 10 exemplaires, son nom en japonais, donc écrit en caractères, et ici sa valeur, donc un petit rond. Les deux cartes qui, elles, valent 2, le cavalier et la lance, qui sont par 4. Général d'or et général d'argent, qui valent 3 chacun, et sont également par 4 dans le jeu. Fou et tour, qui valent un peu plus, 4, et qui sont du coup en 2 exemplaires chacun. Et enfin le roi et le général de jade, qui sont les plus fortes cartes du jeu en termes de points, et qui ont le même rôle, sauf qu'effectivement, il y a juste, vous voyez, une petite différence dans le caractère, c'est pour ça que celui-ci c'est le roi, et l'autre le général de jade. Un chacun, en fait ils sont 2 à avoir le même rôle. Voilà pour les cartes. Vous allez retrouver également dans la boîte les compteurs de points. Donc des petites gemmes, les jaunes équivalent à 1, et les rouges à 5, globalement. Voilà. Et sachant que pour gagner, il faut arriver à 15. En fait, dans l'explication du jeu, c'est tout multiplié par 10, parce que c'est comme ça au Japon, sauf qu'évidemment, c'est un peu plus compliqué à mettre que le pion vaut 10 points, donc du coup, on a tout divisé par 10, globalement, sur les cartes et les compteurs de points. Donc voilà pour le principe, et on va voir comment on joue une partie. Dans le jeu, on distribue toutes les cartes, donc ça va faire 8 chacun, puisqu'il y en a 32. Donc on donne tout. Le but du jeu, ça va être de jouer par équipe de 2 en face à face. Là, comme c'est une partie de découverte, on va les mettre en face visible, ce qui normalement, évidemment, n'est pas le cas, parce que chacun va jouer sa propre partie. Donc je retourne les cartes de tout le monde, et j'en profite pour vérifier directement s'il y a un des cas particuliers du jeu, c'est-à-dire quand on se retrouve un joueur avec 5 pions ou plus dans la main. Parce que là, on a des cas particuliers, vous le verrez sur les règles du jeu, s'il y a un joueur à 5 pions en plus. Alors ici, il n'y en a pas, effectivement, celui-ci en a 4, donc on était presque à une irrégularité de jeu. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, quand on est à 5 pions en plus, si on est à 5 pions exactement, c'est le joueur qui a 5 pions l'annonce, il montre ses 5 pions à tout le monde, et c'est son partenaire de jeu, donc la personne en face, qui doit décider si on joue ou pas la partie. Alors évidemment, c'est pas facile quand on démarre dans le jeu, mais quand on connaît assez bien le fonctionnement du jeu, on sait si on a dans la main de quoi pouvoir jouer ou pas la partie. Sinon, on annule et on redistribue. Donc là, ici, pas de cas particulier, il n'y a pas du tout 5 pions en plus dans une main, donc on peut démarrer la partie. C'est le donneur qui démarre, et il joue toujours 2 cartes. Comme il n'y a rien actuellement sur le
plateau de jeu, on va en jouer une face cachée, la première, qui normalement sert à défendre. Il n'y a pas d'attaque en cours, donc on va en cacher une. Ici, moi je cache un pion. C'est la carte la plus faible, donc c'est pour ça qu'on commence souvent par un pion. Alors, et je lance une attaque. Je lance une attaque que du coup, le joueur suivant devra contrer. Pour la contrer, il devra poser la même carte, exactement la même. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir lancer des attaques qu'il ne peut pas contrer, par exemple. Ici, moi, vous remarquez dans mon jeu, j'ai 2 fous. Les 2 seuls du jeu. Donc si je mets un fou en attaque, personne ne peut jouer dessus, puisque c'est moi qui ai le deuxième. Donc ça fera passer tout le monde, a priori. La seule chose, c'est que le roi, qui sert de joker, peut contrer toutes les grosses attaques, sauf celles des pions et des lances. Donc le roi peut contrer l'attaque du fou. Et le fou, c'est une carte forte, qui vaut beaucoup de points. Sachant que vous avez dû voir dans les règles que l'objectif du jeu, c'est de poser la dernière carte en premier, pour pouvoir marquer les points à la dernière carte. Si je joue mes cartes fortes au début, certes, ça fait passer, mais ça veut dire que je garde des cartes faibles pour la fin. Donc personnellement, quand je joue, je ne fais pas cette stratégie-là, donc je vais plutôt attaquer avec une carte plutôt classique. Donc je mets un cavalier. Voilà, donc le joueur d'après, il a un cavalier, il peut y répondre. Donc il met un cavalier en défense, et il va lancer une attaque. Donc il va lancer une attaque, par exemple, avec un général d'argent. Il en a 2. Celui-ci va devoir répondre, général d'argent, hop, il en a un, il peut lancer une attaque avec autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main, lui? Avec quoi il peut tenter? Bon, là, c'est un peu tout réparti, donc il peut très bien tenter avec un général d'or. Allez, on teste. Normalement, on ne voit pas forcément les cartes des adversaires. Donc lui, général d'or, il répond, et il a beaucoup de pions, lui, donc il va lancer une attaque au pion. Alors, moi, est-ce que j'ai un pion? Oui, donc je vais pouvoir lancer une attaque. Et là, je pense que c'est le moment pour essayer celle-ci. Hop, le fou. Donc je lance mon fou. Normalement, personne ne peut jouer dessus. Lui, ici, il n'a pas de fou, évidemment, parce que c'est moi qui ai le deuxième. Il peut jouer son roi pour pouvoir contrer cette attaque. Est-ce que c'est intéressant à faire ou pas? Sachant que s'il le joue, il grille son joker en quelque sorte. Donc là, sa stratégie, c'est soit je passe mon tour, soit je joue mon roi. Disons qu'il passe son tour. Donc, il passe son tour, le tour passe au suivant. Le suivant, l'attaque est toujours en cours, c'est le fou, le mien. Donc lui, évidemment, il n'a pas intérêt à jouer son roi, parce que c'est mon attaque. Il ne va pas contrer mon attaque, vu qu'on joue ensemble. Donc il passe son tour également. Le tour revient ici, toujours sur mon attaque du fou, et lui, il ne peut pas jouer, il n'a ni fou ni roi, donc dans tous les cas, il passe son tour. Le tour me revient. Le tour me revient. Comme du coup mon attaque a fait passer tout le monde, je rejoue une carte face cachée, puisque mon attaque est finie, et je relance une nouvelle attaque. Et cette fois, oui, je mets mon deuxième fou. Là, pour le coup, lui, il va être obligé de jouer son roi, parce que sinon, je gagne. Si tout le monde passe, ça veut dire que je finis. Donc, pour le coup, il joue son roi. Hop, alors la table est un peu petite. Hop, voilà. Et il va lancer une attaque. Mettons avec une tour, parce qu'il n'y en a que 2 dans le jeu aussi. Donc, c'est une carte rare. Pas de bol, du coup, c'est mon partenaire qui a la tour, donc il va la jouer. Voilà. Et il va lancer une attaque. Alors, à quoi est-ce qu'il peut lancer une attaque? C'est pas toujours évident, donc il va tenter général d'argent. Voilà, on essaye. Celui-ci ne peut pas jouer, il passe son tour. Moi, je ne peux pas jouer, je passe mon tour. Lui, ici, il peut jouer, hop, général d'argent, et il va lancer une nouvelle attaque. Pour l'instant, personne n'a joué de lance encore. Donc on peut tenter les lances, mais il y en a encore 4 dans le jeu en tout. Donc ça peut risquer, ça veut dire que n'importe qui quasiment peut jouer dessus. Par contre, le cavalier, il y en a déjà 2 sorties, donc ça veut dire qu'il n'en reste qu'un seul dans la partie. Hop, donc il tente le cavalier. Lui n'a pas de cavalier, et il se dit, si je passe mon tour, et que c'est pas le partenaire qui a le cavalier, forcément celui-là gagne. Donc c'est le moment de sortir le roi. Hop, donc on sort le roi, et après, qu'est-ce qu'on peut lancer en attaque? Pion, c'est un peu simple, lance, pareil, il y en a encore forcément dans le jeu, mais bon, dans tous les cas, il faut tester des choses. Donc on va essayer lance. Ici, lance. Et après, qu'est-ce qu'il peut mettre en attaque? Forcément, le 4e cavalier. Plus personne ne peut jouer dessus. Puisque les 3 autres sont sortis et les 2 rois sont sortis. Donc ça veut dire que tout le monde passe son tour. Je passe, il passe, passe, le tour lui revient. Pouf, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il peut essayer? Alors, il lui reste 2 pions et un général d'or. C'est pas toujours évident de savoir, mais il y a 2 généraux d'or qui sont sortis. Donc il tente celui-ci. Et du coup, bah, moi, en fait, pas de bol, le mien, je l'ai caché. Et donc, du coup, je passe, il passe, il passe. Tout le monde passe, ça revient à lui. Hop, tac, il finit la partie. Et donc, il finit la partie sur un pion, un point. Sauf que, comme il termine avec une carte cachée ici et une carte visible là,
Quand les deux sont identiques, ça double les points. Donc là, il marque le coup de pion. Donc 2 points. Et c'est cette équipe-là qui marque les 2 points. Dans une partie classique, voyons maintenant quelques mains particulières. Hop. Donc premier cas, un joueur a 5 pions dans la main. Donc 5 pions dans la main, hop. Effectivement, on va les montrer à tous. Et du coup, c'est le partenaire qui décide si on joue ou pas la partie. Donc savoir si on joue ou pas la partie, c'est déjà avoir un petit peu d'expérience sur la façon comment se déroule le jeu. Et en fonction de qu'est-ce qu'on a dans la main. Typiquement, si je prends mon exemple, mon partenaire m'annonce qu'il a 5 pions dans la main. Je décide de jouer la partie si, par exemple, j'ai aussi 3 pions, plus d'autres choses à côté. 3 pions et un roi, ça peut le faire. Parce que ça veut dire qu'à nous deux, on a 8 pions sur les 10 dans le jeu. Et comme aucun roi ne peut jouer sur les pions, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait sortir les deux qui manquent, on a le monopole des pions. Et donc personne ne peut jouer dessus. Donc ça veut dire que typiquement, si on a quasi monopole des pions, on peut estimer qu'on peut gagner la partie. Mais il faut réussir à prendre la main. C'est pour ça qu'avoir un roi à côté, c'est quand même pas mal. Mais voilà, ça c'est des cas un peu particuliers. En fonction de ce qu'on a dans la main, c'est pas toujours évident. Donc dans le doute, vaut mieux ne pas jouer. Si on ne sait pas trop et qu'on débute, on préfère ne pas jouer. Ensuite, deuxième cas particulier. Ici, le joueur a 2 rois. Les rois donc servent principalement en défense, on a pu le voir, parce qu'effectivement ils servent à contrer les attaques de toutes les grosses cartes, sauf le pion et la lance. Le cas particulier quand on a 2 rois, c'est qu'on peut les jouer en attaque. En fait, un roi ne peut jouer en attaque que si le premier roi est déjà sorti en défense, sauf quand on a les deux. Quand on a les deux, on peut attaquer avec le roi. Et donc comme personne ne peut répondre, ça veut dire qu'automatiquement on gagne 2 tours dans le jeu. Donc si par exemple on a réussi à faire ça au premier tour, ça veut dire qu'automatiquement à partir du moment où on reprend la main, on a fini la partie, c'est sûr. Puisqu'après il suffit d'attaquer n'importe quoi, je prends un exemple, avec à chaque fois le roi, on est obligé de finir la partie, dans tous les cas. Parce que personne ne peut jouer dessus. Ceux-là sont forcément à l'envers, dans ces cas-là. Donc typiquement quand on a 2 rois, ils vont se retrouver la plupart du temps en position 2 et 3 pour pouvoir finir. Sur une carte forte, la plus forte dans le reste du jeu qu'on a. Mais pour ça, il faut réussir à pouvoir au moins jouer les 2 premières cartes ici pour 2 premiers tours. Mais donc avoir 2 rois dans la main, c'est quand même pas mal. Sauf si on est obligé de les sortir en défense très vite. Voilà, un autre cas particulier, c'est quand on va avoir 3 lances dans la main. Les lances, c'est un atout qui est très important, même si la carte est faible, puisqu'elle ne vaut que 2, le roi ne peut pas jouer dessus. Et il n'y en a que 4, donc on peut très bien avoir un quasi-monopole sur les lances. Donc en avoir 3 sur 4, c'est quand même bien embarqué. Là, il n'y a pas de roi en plus, mais si on a un roi en plus, on est sûr de gagner en gros. Parce qu'il suffit d'attaquer avec la première lance, il n'en reste qu'une dans le jeu. Donc si quelqu'un la sort, on est sûr que personne ne pourra répondre à ces deux-là. Sinon, voilà, à un moment donné, elle est quand même obligée de sortir la 4e. Et si elle est avec notre partenaire, du coup on est sûr de gagner, quoi. Voilà, parce que si personne joue, effectivement, dans tous les cas, on est sûr de gagner. Si là, la lance avec mon partenaire, ça donne ça comme jeu. Donc c'est tout de suite rapide et c'est très vite gagné. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ce sont des cas de figure. Avoir 4 lances, c'est encore plus rare. C'est arrivé de temps en temps, mais voilà, là pour le coup, c'est vraiment quasiment la partie offerte, quoi. Donc voilà, ça fait partie des petits cas particuliers qu'on repère assez vite quand on commence à avoir l'habitude de jouer. Mais le mieux pour vous, c'est de tester et puis de découvrir le jeu, quoi. Et puis au fur et à mesure, vous mettrez en place vos stratégies en fonction de comment vous jouez et comment vous joue votre partenaire. Voilà, vous avez pu découvrir le Gowita, son principe, ses règles. Si vous voulez retrouver le jeu, donc il est en vente sur notre site nagaleboshi.shop. Vous pouvez le retrouver également dans notre boutique sur Nantes. Et puis quelques associations, notamment à Angers, Soleil Levant, qui le propose également en découverte. Si vous aimez la belote, si vous avez des gens autour de vous qui aiment la belote, c'est un super jeu qui correspond tout à fait à l'esprit des joueurs de belote. Donc personnellement, c'était mon cas. Et puis effectivement, on se met à fond dedans quand on aime bien tout le principe de la belote. Donc voilà, un petit jeu de cartes rapide, très simple à comprendre une fois qu'on a démarré. Et puis qui vous permettra de passer de très bons moments. Donc maintenant, à vous de jouer.